Donc ce soir, Bezat Hashem, on va parler de pratique, la préparation de Pessah et Mirza Hashem, quelques notions de halachot, et ensuite on passe à la partie pratique, et à la fin, Bezat Hashem, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de poser des questions et de pouvoir en fait m'apporter des cas, si avec l'aide de Dieu, si j'ai la possibilité de vous répondre avec grand plaisir, je suis là pour ça. Alors d'abord, la première chose qu'il faut savoir, parce que c'est plus important d'apprendre à pêcher que d'avoir du poisson. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre le principe de la cachérisation. Si on ne comprend pas le principe de la cachérisation, eh bien, ça nous paraît insurmontable et on fait ce qui ne doit pas être fait ou on ne fait pas ce qui doit être fait. Alors, la première chose, c'est que aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, nous sommes avant Pessah. Et avant Pessah, le Hametz n'a aucune incidence. C'est-à-dire que sur notre vie de tous les jours, il n'est pas interdit de manger du Hametz. Le Hametz ne devient interdit uniquement à l'entrée de Pessah, c'est-à-dire à partir de la veille de Pessah. Là, le Hametz est interdit, il devient un issou. Ce qui a pour conséquence que si le Hametz est mélangé à de la nourriture, même en infinitésimale quantité, eh bien, tout l'aliment reste interdit. Alors que si jamais il est mélangé, ce qui est destiné à devenir Hametz, mais qui n'est pas aujourd'hui appelé Hametz, c'est tout simplement, je ne sais pas, du gâteau, des choses qui sont à base des 5 céréales. Si maintenant ils sont mélangés à un aliment que je vais manger pour Pessah, imaginons que l'aliment soit 90% constitué ou 99% constitué de quelque chose de kasher et Pessah et qu'il va y avoir 1% de Hametz, alors à ce moment-là, eh bien, l'aliment sera permis parce que lorsque le Hametz n'est pas autour du Hametz, il est annulable dans 60 fois son volume. Ce qui veut dire que si aujourd'hui je cuisine, je vous parle de la halacha, ce n'est pas comme ça que l'on va faire, mais je vous parle de la halacha. Si aujourd'hui on cuisine dans une marmite même Hametz, mais qui est propre, et que du goût Hametz s'est mélangé à l'aliment, mais que j'ai fait cuire de la viande cachée à l'épaissard avec des légumes qui sont cachés à l'épaissard. Et ensuite, je peux même utiliser, je dis bien que ce n'est pas ce qu'il faut faire les khatrila, mais il faut comprendre ici que, étant donné que le goût qui va être imprégné à l'intérieur de l'aliment ne constitue pas une quantité supérieure à un soixantième de son volume, du plat, eh bien, j'ai le droit de le manger pour Pessah. Ce qui fait que tout ce que l'on peut préparer avant Pessah, eh bien, il faut le préparer avant Pessah, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème de mélange. Il n'y a pas le problème d'une petite quantité infinitésimale de Hametz, elle est annulée. Ceci étant, les Khamim nous demandent quand même de veiller qu'il n'y ait pas du tout de Hametz, même avant Pessah, et même avant que le Hametz ne s'appelle Hametz, pour la simple et bonne raison, c'est que pour Pessah, même la Khumra, c'est-à-dire l'attitude de sévérité, est à considérer comme constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la constitution des halachot de Pessah. Être mahmir pendant Pessah, avant Pessah, préparé avec Khumra, avec sévérité, même si la halacha nous permet, comme je viens de dire, quelque chose qui nous paraît énorme pour peut-être certains d'entre vous, mais qui fait partie du quotidien de la halacha, ça reste qu'on doit faire preuve de Khumra dans la mesure du possible, à condition que, un, la Khumra soit, sensée, et deux, que la Khumra nous rende heureux. Si la Khumra nous rend malheureux, si la Khumra crée des discordes, si la Khumra dissocie les couples et les relations avec les enfants, alors non, il faut s'attacher uniquement à la halakha dans la mesure du possible, bien comme il faut, mais ne pas aller au-delà de la halakha si jamais ça entraîne des conditions fâcheuses. Donc c'est pour cela qu'on va essayer avec l'aide de Dieu déjà de commencer à expliquer que le principe de la cachérisation pour Pessah est justement parce que les Chachamim nous ont dit qu'on ne doit pas posséder ni
manger ni consommer un filou kolché ou même une petite quantité infinitésimale de chametz. On n'est plus du tout dans le domaine de la cache-route. Parce que dans le domaine de la cache-route, si jamais on a un morceau de, imaginons qu'on fait cuire une grosse marmite de viande pour une colonie de vacances ou pour un traiteur, un mariage, et qu'il y a 70 kilos de viande de bœuf halak Bet Yosef, et que un petit filou a glissé à l'intérieur un morceau de porc, un morceau de 1 kilo de porc à l'intérieur de cette marmite en train de bouillir. Quelle catastrophe! On est complètement désemparé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est baltacherie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter la viande. Eh bien, on la mange, puisqu'on ne sait pas différencier quel est le porc, quel est le bœuf. Et puisque le mélange a eu lieu de manière homogène dans 60 fois son volume, eh bien, on peut manger. Donc, en fait, ici, la cache-route résonne avec une certaine logique, une question de proportion, même selon la Torah, moitié-moitié suffirait. Il suffirait qu'une moitié soit supérieure, la moitié cachère soit supérieure à la moitié pas cachère pour que autorisé. Mais Khamim ont rajouté une sévérité supplémentaire, il faudra 60 fois son volume, c'est beaucoup plus que moitié-moitié, bien évidemment. Mais cela veut nous dire que quoi? Que lorsqu'on dit qu'à filou kol shehu, c'est-à-dire même une trace infinitésimale de chametz, cela veut bien dire qu'on ne craint pas que le goût soit communiqué, puisqu'on est à filou kol shehu, une guette de pain dans une marmite de 60 kilos, ou dans un fût je sais pas, de 100 litres de vin, mais c'est pas shoot, c'est évident que c'est quelque chose qui n'est même pas perceptible. Donc on n'est plus dans la cache-route, on n'est plus dans le goût. On est dans une autre conception qui est l'annulation du Hametz et les efforts que l'on va aménager pour annuler ce Hametz. Ça, c'est ça qui va constituer la véritable préparation de Pessah. Et c'est pour ça que tout ce que l'on fera dans une optique de Khumra, c'est-à-dire de sévérité, Tavo alav bracha, ça aura une bracha particulière, mais à condition que ça n'entraîne pas, ça soit pas contre-productif et que ça n'entraîne pas en fait le contraire de ce que c'était censé faire, c'est-à-dire nous élever spirituellement et au contraire de baisser, de tomber dans la trivialité et dans la discorde. Donc, c'est pour ça qu'il faut être précis sur la route de Pessah. Alors, le principe est le suivant. Tout ce qui a absorbé du Hametz par le biais d'un bouillon, d'un liquide, eh bien, comme une marmite qui est utilisée pour faire cuire à l'intérieur avec un bouillon, avec un liquide, alors à ce moment-là, cette marmite se cachérisera selon la méthode de la hagala, c'est-à-dire de la cachérisation avec de l'eau bouillante qu'on va expliquer tout à l'heure. Alors, ceci étant, aujourd'hui, nous avons tous, en tout cas tous ceux qui nous écoutent ce soir, je pense, plusieurs jeux de vaisselle pour Pessah et pour... donc, on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu nous a donné suffisamment les moyens de pouvoir avoir une vaisselle cachère des Pessah et une vaisselle Hametz. Bien que nous n'ayons pas suffisamment de temps pour traiter tous les dossiers de la cachérisation, mais au moins nous focaliser uniquement sur ce que aujourd'hui, ce qui nous concerne et ce à quoi nous devons faire attention. Donc, la marmite, elle a été utilisée avec de l'eau, elle a absorbé du chametz par le biais de l'eau, et bien elle va rejeter ce chametz par le biais de l'eau, c'est-à-dire de l'eau chaude, comme elle a été absorbée avec de l'eau chaude. Pour ce qui est des ustensiles qui ont été utilisés avec le feu, directement avec le feu, comme des broches à rôtir ou des grilles sur lesquelles on a fait cuire du chametz, griller du chametz, eh bien, il faudra utiliser ce qu'on appelle le liboun, c'est-à-dire le feu directement. Et ce genre de processus de cachérisation ne se fait pas à la légère, puisqu'il faut vraiment qu'il y ait un échauffement du grille, ce qui est même, en tout cas avec les ustensiles que nous avons aujourd'hui, ce qui peut être endommageant pour les ustensiles. Aujourd'hui, si on devait utiliser les moyens de cachérisation du Shulchan Aruch, eh bien, on bousillerait totalement tous les ustensiles. Donc, c'est pour ça qu'on a pris l'habitude d'avoir deux jeux de vaisselle, un pour Pessah et un pour la semaine. Pour ce qui est utilisé à froid, pas besoin de cachérisation, parce que la cachérisation, c'est uniquement pour faire sortir ce qui a été absorbé à chaud, car ce n'est pas le fait que ça soit chauffé que ça entraîne une accélération
des particules du mets Hametz, et cette accélération eh bien, entraîne comment dire, des chocs entre les différents atomes, molécules d'aliments, et cet dégagement d'énergie interne va créer qu'une cinétique va être augmentée au niveau de ces molécules, elles vont percuter les parois et rentrer à l'intérieur des parois. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez prendre une marmite, même que vous avez bien lavé, eh bien, elle donnera toujours une sorte de goût. Une marmite neuve n'a pas la même incidence sur l'aliment qu'une marmite dans laquelle il a été déjà cuit à plusieurs reprises mais il y a un goût de l'aliment qui est à l'intérieur de la marmite, ce qu'on appelle ta'am hametz. Ce ta'am en soi, d'accord, n'est interdit que pendant Pessah d'Afka, comme on l'a dit, puisque ça s'appelle Kol Shi'u, c'est quelque chose d'infinitésimal. Et donc, si je prends une marmite qui, elle, est Hametz, qui a été utilisée dans la journée, et je cuis un aliment caché Pessah pendant Pessah, eh bien là, ça n'a pas le même statut que s'il avait été cuit avant Pessah, et là, je n'ai pas le droit de manger l'aliment. Mais les Rachamim nous ont appris que ce goût Hametz n'est en vérité appelé encore Hametz au sens littéral du terme, c'est-à-dire encore avec un goût, on va dire, agréable, un goût qui n'est pas altéré, uniquement si il a été absorbé dans les 24 heures, c'est-à-dire dans les 24 heures post-cuisson. On a fait cuire un plat Hametz, un plat de pâtes à l'intérieur d'une casserole, d'une marmite, eh bien, les pâtes vont s'imprégner à l'intérieur de cette paroi pendant 24 heures. Pendant 24 heures, on dira que le goût, il est bon. C'est-à-dire que si jamais le goût est réexpulsé de la paroi de la marmite, elle va rentrer à l'intérieur de l'aliment que je vais à nouveau faire cuire dans la marmite, eh bien, on dira que cet aliment a absorbé un goût de Hametz, mais un bon goût de Hametz. En revanche, si la marmite, la casserole, n'a pas été utilisée dans les 24 heures et qu'elle a été laissée à froid pendant 24 heures, mais les d'un instant à un autre instant, ce qu'on appelle les dans le Shulchan Aruch, donc plus de 24 heures, on considérera que le ta'am, le goût du Hametz, est nifgam, c'est-à-dire qu'il a été altéré, et comme il a été altéré, eh bien, même si je vais maintenant la cachériser en faisant ressortir ce Hametz en y versant de l'eau bouillante dans le cadre de la Hagala, eh bien, ce Hametz qui va ressortir ne va pas être, ne va pas être réveillé, ne va pas redevenir bon, étant donné qu'il a dépassé 24 heures de non-action. Et donc, à ce moment-là, lorsque je fais sortir, en vérité, même s'il en rentre encore un peu dans la marmite, puisque l'eau est chaude, eh bien, ce n'est pas grave parce que le Hametz n'est plus considéré comme du Hametz bon. Et donc, le goût étant altéré, ma marmite peut se libérer de ce Hametz, même si elle en garde un tout petit peu, puisque de toute façon, c'est fini maintenant, ce Hametz n'a plus un goût de Hametz. Ceci étant, ça va nous apprendre que tout ce qui était utilisé à chaud doit être cachérisé à chaud, et à froid, puisqu'il n'y a pas d'absorption de Hametz sur les parois, eh bien, je n'ai pas besoin de cachériser, j'ai juste besoin de nettoyer le Hametz qui est visible, ce qui a pour conséquence que tout ce qui est placard, tout ce qui est maison, on n'a pas besoin d'ébouillanter le canapé, le tapis, les murs, et ce n'est pas nécessaire, c'est même pas du tout conseillé. Donc, on n'ébouillante pas tout ce qui a été utilisé à froid. Donc, les placards, même de la cuisine, tout ce qui est le frigidaire, on n'utilise pas à chaud le frigidaire, on le cachérise uniquement en le nettoyant. Même la boîte dans laquelle on met des gâteaux, s'il n'y a pas si la boîte est lisse et qu'il n'y a pas de recoin dans lequel on peut éventuellement trouver des miettes de gâteau, je peux même la nettoyer et mettre de la matzah dedans. Ça ne pose pas de problème. Donc, tout ce qui est utilisé à froid, on n'entre pas dans d'autres considérations. Juste pour l'instant, à froid, on nettoie, c'est tout. Donc déjà, ça solutionne une bonne partie de notre cuisine. Reste maintenant les ustensiles de la cuisine, les plans de travail qui sont utilisés à chaud. De quelle manière ils sont utilisés à chaud? Parce que je vais sortir une marmite du feu qui a été imprégnée, qui a débordé, ou j'en sais rien,
on ne fait pas attention, il n'y a pas de shmira, il n'y a pas de surveillance pendant toute l'année. On peut y mettre des pâtes chaudes qui tombent sur le plan de travail, ça arrive même si on nettoie après, mais il y a ce qu'on appelle une bria, c'est-à-dire une absorption. Et donc, du coup, maintenant, notre plan de travail eh bien, va devenir imprégné de Hametz. Alors, pour pouvoir se débarrasser de Hametz, pour cachériser sa plaque de cuisson, pour cachériser sa hotte aspirante, pour cachériser des tas de choses qui sont en rapport avec la vapeur, eh bien, les éviers, tout ça, on va maintenant expliquer comment on va les cachériser avec l'aide de Dieu. Les seuls matériaux qui sont cachérisables, ce sont des matériaux durs et non poreux, ce qui a pour conséquence que la porcelaine, le grès, la terre cuite, les ustensiles, les assiettes, tout ça, c'est quelque chose que je ne peux pas cachériser. On va simplifier les choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça n'est pas cachérisable, dans la mesure où, à partir du moment où ça a absorbé dans une matière, dans un matériau poreux, eh bien, on ne peut plus faire ressortir le Hametz. En revanche, tout ce qui a été absorbé dans un matériau qui est un matériau dur et non poreux, comme le bois, la pierre, le fer, le verre, tout ça, on peut, les métaux, tout ça, on peut le cachériser avec une condition, c'est qu'il ne soit pas très sculpté ou très, comment dire, avec des sinuosités à l'intérieur de leur paroi, de telle manière que je n'ai pas de risque d'infiltration de Hametz et que le Hametz se loge dans des endroits qui sont difficiles à nettoyer. Donc, ces matériaux sont cachérisables dans la mesure du possible, à condition aussi qu'ils soient d'une seule pièce. Même s'il y a une possibilité de cachériser en plusieurs fois avec des conditions particulières, ce n'est pas le but de la conférence de ce soir. On est juste là pour utiliser de manière pratique et pas pour entrer dans les détails de l'halakha. Ça ne suffirait pas et ça serait beaucoup trop complexe et difficile à retenir. Ce que l'on retient, c'est que des couverts qui sont d'une seule pièce, qui sont utilisés à chaud et qui sont en métal, aucun problème. Je les nettoie, j'attends 24 heures, toujours selon le principe que j'attends que le Hametz qui a été avalé à l'intérieur, absorbé à l'intérieur des parois, s'altère. Au bout de 24 heures, je mets une marmite à chauffer sur le feu. Ce feu, même s'il n'est pas encore caché à l'épaissard, même si la marmite en elle-même est cachée à l'épaissard, je vais mettre de l'eau, je vais faire bouillir, et à ce moment-là, je vais mettre mes couverts à l'intérieur qui sont propres et pas utilisés pendant 24 heures. Et vous allez me dire, mais le Hametz qui va sortir, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va peut-être abîmer la casserole qui est cachée à l'épaissard. Alors, deux façons de répondre à cette question. Soit parce que le Hametz qui est sorti n'est plus bon, et donc il n'est pas considéré comme étant capable de décachériser, entre guillemets, la casserole. Deuxième réponse, c'est pour la raison pour laquelle on va rajouter, pour certains, vont rajouter un produit détergent à l'intérieur de cette eau qui est en ébullition, de telle manière que même si du Hametz Pagoum venait à sortir, il serait complètement altéré par ce produit détergent et donc pas de risque que la casserole ou la marmite perde son statut de cachet à l'épaisseur. Bon, pour les couverts, on imagine qu'on a toujours un jeu de couverts, mais ça peut toujours servir. Tout ce qui est, par exemple, ouvre-boîte, c'est utilisé à froid, on le rince, brosse, on le brosse si jamais il y a des choses qui sont de la graisse qui s'est un tampon, on le brosse, on les nettoie bien, on peut utiliser pour Pessar. Ouvre-bouteille, on peut utiliser pour Pessar. Tous ces ustensiles qui sont utilisés à froid, aucun problème, pas nécessité de faire bouillir. Maintenant, revenons aux moyens de cuisson. Après, vous poserez vos questions si, de toute façon, ça n'a pas de vocation d'être exhaustif ce soir, mais d'essayer de répondre à vos questions. C'est tout. On va essayer d'être le plus général possible et, Bezrat Hashem, le plus précis à la fois. Donc, notre plan de travail. Alors, comment on doit procéder, dans quel ordre? On va procéder du haut vers le bas. Et ça, c'est toutes les personnes qui ont un minimum de compréhension. On ne va pas nettoyer d'abord le bas et ensuite le haut pour faire tout tomber sur le bas. Mais pourquoi je dis d'abord du haut vers le bas? C'est aussi valable dans les cachérisations. Donc, on va commencer par la haute.
La hotte, c'est aujourd'hui, il y a deux types de hottes. Il y a des hottes avec des conduits externes et il y a des hottes qui sont complètement autonomes avec des filtres à charbon. Alors, quel est le problème de la hotte? Je ne mets pas d'aliments dans la hotte. Donc, quel est le problème? Pourquoi maintenant je dois cachériser la hotte? Alors, d'abord parce que lorsque je fais cuire mes marmites, la vapeur monte et elle va en fait absorber ce qu'il y a dans la hotte et ensuite elle peut redescendre à l'intérieur de l'aliment. Et comme on a dit, même une quantité infinitésimale pendant Pessah, c'est interdit. Donc on va s'arranger pour cachériser la hotte. On démonte la hotte, on sort le filtre à charbon, la cassette à charbon, et il y en a des rondes, il y en a des carrés, il y a deux ou trois sortes dans les hottes autonomes. Et ça, vous trouvez ça chez Darty. Tous les ans, on change la hotte. On change la partie de filtre à charbon. On prend, il y a une sorte de grille un petit peu en cotte de maille, un petit peu comme ça, faite d'acier tressé, qu'on prend, on le met dans la baignoire ou dans la douche et on verse du décape-four dessus. On attend, on laisse agir une dizaine de minutes. Ensuite, on rince avec de l'eau, d'accord? Et vous allez voir la graisse qui va sortir de cette grille, de ce filtre. À ce moment-là, c'est bon, elle est cachérisée, votre hotte. Vous devez bien évidemment nettoyer comme il faut dans tous les recoins. Mettez des gants. Pourquoi? Parce que nettoyer du décape-four, c'est quelque chose qui est très décapant et très nocif pour les mains. Mais en même temps, il y a des recoins au niveau de la hotte avec des gouttières en métal qui sont blessantes. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on cachérise qu'on se met en danger. Donc, il faut mettre des gants protecteurs. On nettoie la hotte, on nettoie avec le décape-four. Ensuite, on remonte la hotte, c'est fini, on a nettoyé notre hotte. Ça y est, elle est cachérisée. Maintenant, on va cachériser le plan de travail et le plan de cuisson, la table de cuisson et le four. Table de cuisson, aujourd'hui, 99% des tables de cuisson sont vitrocéramiques ou induction. Nous sommes, Baruch Hashem, tous ce soir, je pense, nous sommes tous ce soir, Baruch Hashem, Sfarad, d'ailleurs, je vois que la liste des personnes qui assistent, d'accord? En tout cas, avec comment dire, des minagim Sfarad. Donc, on va expliquer maintenant comment on va cachériser la table de cuisson. Alors, il y a 12 000 avis, d'accord? Maintenant, on va essayer de se trouver une place dans tous ces avis-là. Chez les Ashkenazim, chez nos frères Ashkenazim, il n'y a aucune possibilité de cachériser la vitrocéramique et l'induction. Donc, il faut qu'ils aient une plaque à part qu'ils utilisent pour Pessah et sur laquelle ils cuisinent. Pour nous, on a la possibilité, parce qu'on considère nos poskim, nos décisionnaires considèrent que le verre n'est pas boléa, il n'avale pas le chametz. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va pouvoir cachériser. Cependant, même si le verre à froid n'a pas besoin de cachérisation, il a juste besoin de lavage, quand on utilise un verre à chaud, alors il y a peut-être une chose à faire supplémentaire, puisque en fait, la plaque, elle supporte la chaleur, puisqu'elle fournit elle-même la chaleur. Pour les plaques à induction, on ne peut pas faire chauffer. Pourquoi? Parce que en fait, la plaque à induction ne fait chauffer que la marmite. Et c'est uniquement que la chaleur de la marmite qui redonne un petit peu de chaleur à la plaque d'induction. Mais il n'y a pas de résistance sous la plaque d'induction, c'est juste une réaction de champ magnétique. Donc, la plaque à induction, on va uniquement la laver comme il faut et verser de l'eau chaude dessus. Attention, je précise que ça peut représenter un danger. Il faut être particulièrement vigilant. Lorsque je verse de l'eau, ne pas verser de l'eau comme ça comment dire, en grande quantité et veiller à ce que les jointures de notre plaque vitro ou notre plaque à induction sont parfaitement étanchéisées. On fait d'abord à mettre du scotch bien autour, de telle manière que de l'eau ne rentre pas dans les jointures. Et on va faire bouillir de l'eau, d'accord, une fois que la plaque a été nettoyée, que la deuxième condition, que pendant 24 heures n'a pas été utilisée à chaud. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Si jamais j'ai utilisé une fois à chaud pendant les 24 heures, même si je n'ai pas fait chauffer de chametz, j'ai fait chauffer de l'eau, tout simplement, avec même une marmite cachère d'épaisseur. Qu'est-ce que ça va faire si jamais ça a été utilisé pendant les 24 heures?
La réponse est la suivante, c'est parce que si le Hametz n'a pas été, pendant 24 heures, n'a pas été réveillé par de la chaleur, il va s'altérer. Mais si vous le réveillez par de la chaleur, même s'il n'y a pas de nouveau un Hametz qui est rentré, le Hametz qui est à l'intérieur va se réveiller. C'est le principe de Choser Veneor. Il revient et se réveille. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous utilisez à chaud, avant que le Hametz ne s'altère, eh bien vous réveillez le Hametz. Du coup, il faudra compter à partir de ce réveil encore 24 heures, ce qui va retarder votre cachérisation. Donc, je n'utilise pas pendant 24 heures, je verse de l'eau chaude sur ma plaque vitro-céramique ou sur ma plaque induction. Et ensuite, je mets un petit peu d'eau froide pour immédiatement faire une réaction comment dire, on brise la chaleur. Parce qu'en fait, au niveau moléculaire, qu'est-ce qui va se passer? Même si ce n'est pas de la halakha, mais j'ai eu la chance de connaître une grande femme, que Dieu ait son âme, Madame professeure Liliane Ackermann, qui était professeure de biochimie à l'Université de Strasbourg, qui était une femme extrêmement orthodoxe, très très religieuse, qui a écrit un livre qui explique moléculairement parlant quel est le rapport entre la cache-croûte et l'agitation moléculaire. Absolument incroyable ce livre que Baruch Hashem, j'ai encore chez moi à la maison. Et j'ai connu cette femme qui m'a beaucoup appris. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais rajouter de l'eau chaude, je vais chauffer la superficie, la vapeur, donc je vais agiter les molécules, y compris le Hametz qui sont à l'intérieur, et quand elles vont s'agiter, donc il va y avoir une sorte de va-et-vient entre l'intérieur, ou la pellicule intérieure de la superficie, et l'extérieur. Maintenant, il va y avoir ce va-et-vient, d'accord, qui va se faire, et donc ça veut dire que je vais mettre en mouvement ces molécules de Hametz, et donc je vais les faire sortir avec une agitation. Quand je vais verser de l'eau froide, je vais d'un seul coup bloquer, faire un choc thermique sur cette agitation, ce qui fait que ce qui est sorti ne va pas re-rentrer. Et donc, il va y avoir une sorte de blocage et il n'y aura plus ce passage de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui fait que c'est comme si j'avais maintenant fait sortir et en même temps empêché de rentrer. Cependant, si jamais je n'ai pas mis d'eau froide, la cachérisation est quand même valable et je considère que la gala a été faite. Donc, je verse de l'eau chaude et de l'eau froide juste sur la périphérie, sur l'intérieur de ma plaque vitrocéramique, et tout de suite, je mets un spontex, une sorte de lavette absorbante. Prenez des marques, j'insiste là-dessus, parce que ça ne peluche pas et ça a un pouvoir absorbant incroyable. Vous mettez tout de suite et vous essorez, faites attention de ne pas vous brûler, et à ce moment-là, votre plaque vitrocéramique, elle est cachérisée. Maintenant, en ce qui concerne les éviers, après on parlera du plan de travail, puisque le plan de travail n'est que au service de ces instruments qui sont directement en contact avec le chaud. Vous l'évier, alors l'évier, lorsqu'il est incrusté à l'intérieur du plan de travail, d'accord, on va considérer que la partie la plus basse de l'évier, c'est le fond de l'évier, là où il y a le siphon, d'accord. Et c'est cet évier qui est soit en inox, soit en bakélite, qui est lisse de préférence. Les éviers en bakélite grumeleuse, ça pose un problème de cachérisation, bien qu'on peut les cachériser, mais c'est souvent beaucoup plus difficile. Il faut veiller à bien nettoyer l'évier auparavant. Vous avez mis de l'anticale. Alors, je ne suis pas sponsorisé. Hein. D'abord, je n'ai même pas suffisamment de vues pour me faire payer par les marques. Donc, j'en ai rien à faire. Je dis ce que je veux et j'ai pas du tout de scrupules à faire de la pub. Alors, l'anticale, pourquoi? Parce qu'on va enlever le calcaire qui se dépose autour de l'évier. Parce que le calcaire, eh bien, c'est poreux et ça absorbe le hametz. Donc, il faut déjà le nettoyer. On met du lenticale. On va mettre sur les parties qui sont la partie centrale de l'évacuation comment s'appelle, du choumanite pour enlever les dépôts de graisse et tout. Et une fois que j'ai nettoyé donc mes éviers, mon plan de travail, tout doit être propre, toujours j'attends 24 heures de non-utilisation à chaud. Mais il y a une condition supplémentaire, d'accord, c'est qu'il faut que ça soit sec. Quand je verse de l'eau chaude pour faire la grala, que ce soit sur le plan de travail, que ce soit dans l'évier, que ce soit sur la table de cuisson, il faut que la surface ait été préalablement complètement séchée. Pourquoi? S'il y a de l'eau qui reste
à l'intérieur de l'évier, quand je vais verser l'eau chaude, il va y avoir atténuation de ce qu'on appelle du koach haplita, c'est-à-dire de la force d'extraction. Puisque le froid et de l'eau froide va tiédir l'eau chaude, elle va perdre son effet. Il y a une deuxième chose qui fait perdre l'effet au chaud, c'est lorsque on la joue à la marocaine, on va verser avec la bouilloire à 50 cm du plan de travail. Il va y avoir un jet qui va tomber, ce jet va se refroidir en l'air en tombant et va perdre son pouvoir d'extraction. Donc, il va falloir, que la bouilloire vienne d'être mise en ébullition, qu'elle est brûlée, qu'elle est bouillie jusqu'au bout et qu'on ait rajouté même en maintenant le petit curseur pendant un instant après l'ébullition pour qu'elle continue à bouillir sans s'arrêter, pour augmenter la température, car automatiquement, dès elle juge qu'elle est arrivée à une température où il y a une pression de vapeur qui va automatiquement arrêter le petit bouton de sûreté, là, vous rajoutez encore, vous attendez encore une dizaine de secondes pour que ça soit bien chaud. Et à ce moment-là, il va falloir commencer par le bas, c'est-à-dire par ce qui est le plus profond, c'est-à-dire le fond de l'évier. Pourquoi? Parce que si vous commencez par le plan de travail et que vous commencez par le robinet, vous commencez par les bords de l'évier, bien l'eau va tomber. En tombant, elle va refroidir, ce qui fait que lorsque vous allez repasser maintenant sur le fond, il va être mouillé. Et s'il est mouillé, il va annuler le pouvoir, ce qu'on appelle koach haplita. Donc, il va en fait empêcher l'extraction et donc, du coup, vous n'allez pas cachériser comme il faut. Donc, on commence d'abord par le bas. Et on va, alors, je vais juste diriger la caméra ici. Je vais en fait commencer par le bas de l'évier, le fond de l'évier, en ayant la partie du bec de la bouilloire le plus proche, d'accord? S'il touche, tant mieux. Si on ne peut pas toucher parce que l'évier n'est pas suffisamment large, on va être le plus proche. Alors imaginez que le fond de l'évier, ça soit à ma main. Je vais commencer ici au fond de l'évier et je vais tourner jusqu'à couvrir la totalité du fond. Et ensuite, je vais remonter sur les parois en essayant de coller au maximum la bouilloire sur les parois en remontant, c'est-à-dire en spirale, de telle manière que je parte de l'endroit le plus bas à l'endroit le plus haut et non pas l'inverse. Et à ce moment-là, une fois que je suis arrivé sur les berges de l'évier, je m'étends sur le plan de travail. S'il y a un deuxième évier, mais si je mets sur le plan de travail et que mon deuxième évier il va recevoir de l'eau qui va tomber à cause de l'eau du plan de travail, je suis retombé dans le même problème que tout à l'heure. Donc, je commence d'abord à faire les éviers, d'accord, et je remonte de mes éviers, je fais le premier. Quand je m'arrête aux berges de l'évier, je continue l'autre évier jusqu'aux berges de l'évier et après je verse sur le plan de travail. D'accord? À ce moment-là, je considère que je suis parti d'en bas vers le haut et ça, c'est valable. Ensuite, on verse de l'eau froide dessus. Il ne faut pas avoir peur que l'eau se déverse. Il faut faire attention, bien évidemment, d'appareils électriques ou s'arranger si jamais les jointures ne sont pas parfaites au niveau des murs, eh bien, de mettre du scotch en attendant ou protéger pour éviter que ça ne s'infiltre. Et ensuite, tout de suite, on éponge, on verse de l'eau froide, on éponge tout de suite avec les Spontex qu'on vide dans un seau. Et voilà, votre cuisine est cachérisée avec les plans de travail, le four, on n'a pas encore parlé du four, les tables de cuisson, comment s'appelle, la hotte et les éviers. Ce qui concerne le four, il y a deux types de fours principalement. C'est ce qu'on appelle le four traditionnel, le four à micro-ondes. Alors, le four à micro-ondes, a priori, on n'aime pas trop le cachériser, même si on a aussi le moyen de le cachériser. Il y a le Kout Yosef, on dit on préférera ne pas utiliser le four. Maintenant, on utilise le four. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le four à micro-ondes? On doit le nettoyer parfaitement, ne pas l'utiliser pendant 24 heures, et au bout de 24 heures, mettre une bassine d'eau à l'intérieur avec un détergent, et on fait chauffer au maximum pour que l'eau se mette à bouillir et à produire de la vapeur, et que ce produit détergent va se répandre sur tout le four, et donc on considérera qu'il est cachère, mais il est préférable pendant Pessah d'utiliser des boîtes hermétiques pour faire réchauffer les aliments. C'est le conseil que donnent les Chachamim. Comme ça, en fait, on peut utiliser ce four à micro-ondes
sans trop d'inconvénients. Pour ce qui est le four classique, il est à pyrolyse ou il n'est pas à pyrolyse. S'il est à pyrolyse, eh bien, alors, le conseil que je vous donne, c'est d'avoir un jeu de grille qui soit pour Pessah et un jeu de grille qui soit pour l'année, le reste de l'année. Parce que les grilles, si jamais aujourd'hui on cachérise les grilles comme on devrait avec un chalumeau, comme on a parlé tout à l'heure, en faisant ce qu'on appelle un liboun profond, c'est-à-dire on va blanchir le métal, on va la déformer, c'est clair qu'elle ne va pas pouvoir résister à ce type de cachérisation. On utilise donc deux jeux de grille. Si maintenant on n'a pas deux jeux de grille, on laisse la grille dans le four pendant la pyrolyse, d'accord? On la nettoie avant, toujours. On n'utilise pas pendant 24 heures. Et ensuite, une fois qu'on a nettoyé et le four, et les grilles, et les parois, on fait vraiment un décapage en profondeur. À ce moment-là, après 24 heures, on met la pyrolyse pendant une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça. Et là, notre four est cachérisé. Alors après la pyrolyse, vous observerez qu'il y a des résidus qui vont être calcinés, vous les essuyez et votre four est cachère. Maintenant, ce qui concerne les grilles, étant donné qu'elles n'ont pas quand même subi le fameux liboun profond, alors il est préférable de rajouter du papier d'aluminium par-dessus ou de ne cuire uniquement que dans des plats et éviter donc de contact direct avec les aliments. Ça, c'est ce qui est pour le four. N'oubliez pas de nettoyer aussi les parois du four, le joint du four, etc., etc. Pour la machine à laver la vaisselle, les avis sont très controversés. Euh, a priori, on prendra le plus souple dans l'océan d'avis, de dire que la machine à laver la vaisselle, bien si on l'a nettoyée convenablement, brossé, vidé le sel régénérant, je ne sais pas comment on appelle ça, ensuite mis un nouveau sel, nettoyer le filtre, etc., etc., qu'on attend 24 heures sans utilisation et l'utiliser ensuite, de faire un lavage à vide, à chaud, avec un produit détergent. Et ensuite, on peut utiliser même avec les clayettes d'avant, bien que beaucoup d'avis disent non, c'est pas possible, c'est difficile à cachériser. Alors vous aurez deux types d'avis, ceux qui diront non, ceux qui diront oui. Comme je vous ai dit, il y en a qui permettent, d'accord, il y en a qui interdisent. On peut s'appuyer sur ceux qui permettent. Si maintenant on peut être marmire sans que ça dégénère, eh bien on peut être marmire. Si ça dégénère, c'est difficile parce qu'on n'a pas souvent conscience de l'incidence que ça peut avoir sur les conditions de fête. Si jamais voilà, c'est madame ou monsieur qui va se taper la vaisselle et il va tirer la tête pendant 24 heures parce que finalement il n'aura pas pris les choses bien comme il faut, eh bien ça va causer des problèmes. Alors il faut savoir que la halakha s'adapte à ces situations et offre un panel de possibilités en fonction, bien évidemment, de la couleur, on va dire, conjugale ou la couleur familiale, et surtout la manière dont on prend les choses avec joie ou pas. Donc, voilà, la halakha s'adapte bien, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je pense avoir fait le tour de la question. S'il y a des questions, bien évidemment, elles sont les bienvenues. Pour tout ce qui est la table où on mange ou la table de la cuisine, à partir du moment où on ne mange pas directement sur la table, on mange dans une assiette, on mange sur une nappe, sur une toile cirée, eh bien on change la nappe, on change la toile cirée, on nettoie la table et point, ça y est, ça suffit. On a considéré qu'on a cachérisé le reste. Maintenant, pour ce qui concerne, on va dire, la, l'attitude à avoir pour passer Pessah dans de bonnes conditions, c'est de sortir dès à présent tout le Hametz qui est en notre possession pour qu'il soit visible dans un seul endroit et pouvoir apprécier ce qui nous reste à consommer et pouvoir gérer le stock. Si vous vous mettez à avoir 3 tonnes de Hametz et que vous retrouvez la veille de Pessah avec 10 kg de pâtes, 8 kg de farine et je ne sais de combien de paquets de gâteaux, eh bien, ça va être un petit peu difficile de détruire tout ça, d'autant plus qu'il est préférable de ne pas vendre un Hametz qui est purement du Hametz. Même si on n'a pas le choix, il vaut mieux le vendre, mais si on a le choix, il vaut mieux s'en débarrasser.
le consommer de préférence ou le donner à un non-juif si jamais on n'a pas pu le consommer. C'est pour ça qu'il faut prendre le soin de pouvoir avoir une visibilité du Hametz qui nous reste. Si jamais on n'a pas de cette visibilité, on risque d'oublier, de racheter en pensant qu'on n'en a pas, de se retrouver avec une surquantité qui sera difficile ensuite de gérer au dernier moment. Donc, mettre tout ça dans une caisse et mettre ça à l'entrée de la salle à manger ou dans le couloir, de telle manière qu'on puisse savoir sur quoi se baser. Maintenant, si votre cuisine qui maintenant est devenue cachère, vous ne faites plus rien, bien évidemment, cuire à l'intérieur de cette cuisine, ni vous mangez dans cette cuisine, vous préservez cette cuisine, vous vous en servez uniquement pour préparer votre fête de Pessah. Elle devient cachère des Pessah, pas de problème. Pour ce qui est du reste de Hametz, sachez que les endroits à risque sont les cartables des enfants, c'est évident, les poches de vêtements, les ourlets de pantalons, surtout s'ils ont des revers. Dans les armoires, vous allez trouver ça, dans les tiroirs de bureau, tout ça, ça doit être vidé. Et à chaque fois que l'on a vidé un endroit, on met un post-it, on met une pancarte, on met un tableau, on fait ce qu'on veut. On précise que cet endroit a été bdiqué, il a été vérifié. De telle manière qu'on ne revienne pas à chaque fois de manière incessante, toujours aux mêmes endroits et les ressalir une nouvelle fois. Donc il faudra bien évidemment préparer nos enfants à une discipline et faire en sorte que voilà, on les met dans l'action, dans la confidence, en disant voilà, mets la pancarte sur laquelle on ne peut plus maintenant rentrer le Hametz et que cette armoire elle a été cachérisée, ce bureau a été cachérisé, cette chambre a été cachérisée. Ça permet aux enfants de réaliser que finalement maintenant ils sont gardiens de l'endroit qui a été cachérisé et ça évitera de répondre à chaque fois du Hametz dans les endroits bdiqués. Il est important que lorsqu'on vide une armoire du Hametz, eh bien, ce n'est pas pour la nettoyer et faire la poussière, c'est parce qu'une fois qu'on l'a sortie, on ne le remet pas. Je vous dis ça parce que beaucoup de personnes, en fait, vident l'armoire, nettoient et remettent. Et après, ils oublient qu'ils ont remis. Donc, on l'a vidé et ensuite, on le laisse de côté. Tout ce qui peut être donné de petite valeur, qui peut être consommé, qui peut être jeté, on le jette. Le Hametz Gamour peut se vendre sans aucun problème. Euh, Si jamais, par exemple, vous avez des boîtes de conserve, bon, ça, on ne va pas les manger pendant Pessah parce qu'il peut y avoir du Hametz, mais ce n'est pas du Hametz Gamour. Ça, vous le vendez, il n'y a pas de problème. Le sucre qui reste, tout ça, c'est vendable si vous ne pouvez pas le jeter, si vous n'avez pas vous en priver. Il y a aussi un deuxième type de Hametz. Si jamais ça représente une perte financière importante que vous n'êtes pas prêt à assumer, alors euh, on va vendre par exemple le whisky ou des alcools qui sont Hametz. Ceci étant, dans la mesure du possible, évitez d'avoir du whisky à la maison. Et si vous en avez, alors surtout, il vaut mieux le vendre, d'accord, que de dire bah, il a dit qu'il ne fallait pas le vendre. Non, il vaut mieux le vendre. Mais les khatrila, a priori, s'abstenir d'avoir ce genre de produits, même si on les vend, parce que ça s'appelle le Hametz Gamour, quelque chose qui est quand même très très important. Voilà pour ce qui est la préparation, Imir Sachem, de la maison. Vérifiez aussi les coussins de canapé, des choses comme ça. Et une fois que tout ça a été comment dire, bien nettoyé, ben, Hashem, vous allez passer un Pessar Kasher Vesamayar dans la joie, dans la simcha et surtout dans la halacha. C'est très important. Donc, retenir que toutes les attitudes de rigueur, à partir du moment où ce sont des rigueurs qui sont des rigueurs conventionnelles, que les Chachamim nous disent il vaut mieux faire comme ça, alors préférez la Khumra, bien que d'une manière générale, la Khumra ne soit pas tellement bien acceptée. Si elle est bien acceptée, alors on est plutôt Mahmir. Nos mères, Zichronam Bracha, avaient l'habitude de repeindre la cuisine tous les Pessars ou vitrifier le parquet, des choses comme ça qui nous semblent aujourd'hui complètement incroyables, mais elle le faisait avec une telle simcha, elle l'assumait, elle ne faisait pas assumer aux autres, elle le faisait par, par leur propre consentement, avec leur décision à elle. Et je peux vous garantir que ces gestes-là, même si halachiquement parlant ne sont pas justifiés, ils ne sont pas repoussés. Et les Rachamim, ils voient ici une démarche qui est bonne pour l'éducation, qui est bonne aussi pour faire en sorte que Bezat Hashem, on montre
son aversion qu'on a pour le Hametz, parce qu'on a compris que le Hametz n'était pas un problème uniquement de cache-route, mais un problème aussi idéologique. Et l'idéologie, c'est quelque chose qui se perçoit à la mesure de son ressenti. Donc c'est pour cela qu'ensuite, la halakha, elle laisse porte ouverte. Celui qui veut faire du beau, qui veut faire du plus, t'avoue la bracha. J'espère que ça a été clair. Je vous redonne la parole et merci Hachem pour les questions. Merci pour votre patience, votre gentillesse. À tout de suite.